Dans les premières années du régime, les dirigeants du parti projettent vers l'extérieur une image d'unité et de force, tandis qu'au sein du mouvement se développent des tensions de plus en plus marquées. Les chemises brunes, qui ont joué un rôle clé dans l'accession au pouvoir, commencent à représenter un obstacle pour ceux qui cherchent à consolider le contrôle absolu depuis la coupole. Parmi les chefs de ces corps, une figure gagne en notoriété dans la capitale. Un homme qui combine ambition politique et une vie privée qui circule parmi les milieux nocturnes les plus connus de Berlin. Son influence croît rapidement, en même temps que les rumeurs sur son style de vie nourrissent le mécontentement parmi les secteurs les plus rigides du parti. Au moment où le leadership décide d'exécuter un nettoyage interne, son destin est scellé. Comment un collaborateur loyal devient-il la cible d'une élimination silencieuse et définitive? Au cours des premières années du mouvement national-socialiste, les unités de choc connues sous le nom de chemises brunes établissent leur force par des affrontements systématiques avec des opposants politiques dans les rues de villes comme Berlin, Munich ou Hambourg. Les SA s'organisent avec un mélange de discipline militaire, d'improvisation tactique et de présence physique constante. La violence devient un outil d'action directe, utilisé à la fois pour intimider et pour gagner en visibilité. Dans cet environnement apparaît Karl Ernst, une figure qui incarne les contradictions du groupe, force organisationnelle, ascension rapide et vie personnelle en dehors des marges établies par la morale officielle du régime. Avant de rejoindre l'appareil paramilitaire du parti, Karl Ernst travaille comme portier dans plusieurs clubs de Berlin, fréquentés par des hommes faisant partie de la scène homosexuelle de la ville. Ces lieux ne servent pas seulement d'espace de socialisation, mais aussi de points de contact entre différentes couches sociales. Artistes, entrepreneurs, policiers et hommes liés au pouvoir politique fréquentent régulièrement ces clubs. Dans cette atmosphère, Ernst acquiert des compétences utiles pour le contrôle des accès, le traitement des personnalités publiques et la gestion des situations tendues. Sa présence physique impose le respect et son caractère réservé lui permet de se déplacer efficacement sans générer de scandale. L'entrée de Karl Ernst dans les SA se produit à un stade où le parti cherche à élargir sa base opérationnelle dans des zones urbaines clés. Berlin, par sa taille et sa densité politique, devient un objectif central. Ernst commence en tant que membre de groupe chargé de coordonner des marches, de contrôler des coins stratégiques et de disperser des réunions d'adversaires politiques. À mesure qu'il fait preuve d'initiative et de capacité à diriger des actions, il gagne de l'espace au sein de la structure. Le fait de connaître les codes de la nuit berlinoise, ses réseaux informels et ses mécanismes de protection lui confère un avantage sur d'autres membres provenant de milieux ruraux ou militaires. En peu de temps, des responsabilités plus larges lui sont confiées et il passe à la coordination de sections complètes des SA dans des districts conflictuels. Son expérience avec les foules, son efficacité à exécuter les ordres et son habileté à imposer l'autorité le placent en position de leadership. Son ascension est rapide et visible, mais elle n'est pas exempte de commentaires au sein du parti. Bien que personne ne formule d'accusation formelle, certains cadres signalent son passé comme une contradiction avec les valeurs que le régime prétend promouvoir. La hiérarchie ignore ces rumeurs tant qu'Ernst reste utile sur le terrain opérationnel. La politique de rue devient un élément clé pour le renforcement du parti. Les SA développent des actions synchronisées visant à occuper les espaces publics, à perturber la vie quotidienne et à provoquer des réponses de leurs adversaires. Sous le commandement de Karl Ernst, les groupes de Berlin perfectionnent cette méthode. Défilés éclairs, blocages temporaires et occupations symboliques de places font partie d'une stratégie de pression constante. Chaque manifestation a un double objectif: marquer le territoire et projeter la force. Les autorités policières, souvent dépassées, tolèrent ces actions tant qu'elles ne dégénèrent pas. L'ambiguïté institutionnelle permet à des leaders comme Ernst d'agir avec une grande marge de manœuvre. Avec le temps, Karl Ernst devient l'un des visages les plus reconnus au sein de la structure urbaine des SA. Son nom apparaît dans des rapports de renseignement, des notes de presse et des documents internes du parti. La gestion de ses troupes, sa capacité à organiser des événements et sa fidélité à la chaîne de commandement lui assurent une solide réputation. La loyauté qu'il démontre envers Ernst Röhm, chef suprême des SA, renforce également sa position. La relation entre les deux se construit sur une entente tacite.
Röhm dirige une faction au sein du mouvement qui défend une transformation profonde du système, avec des propositions impliquant une restructuration du pouvoir économique et militaire. SE's ennemis internes, notamment Himmler et Göring, craignent que ce projet ne déstabilise l'autorité centrale et ne sape le contrôle qu'ils aspirent à consolider. La figure de Karl Ernst, en représentant une version disciplinée mais indépendante de ce modèle, devient inconfortable pour ceux qui promeuvent une ligne plus orthodoxe et verticale. Les conflits entre les différentes factions du parti s'intensifient avec le temps. Les SS, sous la direction de Himmler, commencent à contester ouvertement le rôle des SA en tant que force principale du parti. La concurrence se déplace sur le terrain de l'information, où chaque mouvement, chaque rencontre et chaque conversation est enregistrée, interprétée et archivée. La vie de Karl Ernst entre dans ce circuit de surveillance. Ses routines, ses rencontres et ses associations sont documentées. La surveillance n'est pas immédiate, mais elle s'accroît avec le temps. Les SS rédigent des profils où apparaissent des détails sur son entourage, ses préférences et ses visites dans certains locaux. En parallèle, la position publique de Karl Ernst reste forte. Il coordonne des célébrations, dirige des patrouilles en période de tension politique et reçoit des reconnaissances pour son travail. Aux yeux de nombreux sympathisants, il représente la figure du militant qui progresse par ses propres mérites. Sa capacité d'organisation, sa discipline et sa proximité avec la base lui confèrent une légitimité. Cependant, les signes d'isolement commencent à apparaître. Certaines invitations sont retardées, certains accès sont limités, et les messages entre lui et Röhm ne circulent plus avec la même fréquence. Les secteurs qui cherchaient auparavant son soutien l'évitent maintenant par prudence. La préparation d'une épuration interne commence à prendre forme. Dans des cercles réservés, on parle de la nécessité de nettoyer les structures du parti pour renforcer son image institutionnelle. Les dossiers préparés par les SS intègrent des témoignages, des photographies et des enregistrements qui alimentent ce récit. La figure de Karl Ernst, qui avait grandi selon la logique de l'action directe, se trouve confronté à une machinerie bureaucratique prête à le réduire à une caricature fonctionnelle pour le nouveau discours du régime. Malgré les signes, Ernst continue d'exercer ses fonctions sans modifier son comportement. Il assiste à des réunions, donne des instructions à ses subordonnés et organise des événements publics. Son attitude transmet de la sécurité, bien que certaines sources proches détectent une certaine nervosité. L'information circule lentement et les décisions importantes sont communiquées par des canaux indirects. Les avertissements concernant d'éventuels changements à la direction des SA arrivent de manière fragmentée. Certains alliés commencent à se distancer, tandis que d'autres adoptent une posture de silence face à ceux qui s'annoncent. Les signes s'accumulent sans briser la routine. La ville continue d'être patrouillée par 16 unités. Les ordres sont exécutés et les défilés se déroulent avec précision. Mais l'environnement politique a changé. Les décisions sont prises hors de sa portée, les rumeurs ne sont plus démenties, et les espaces qu'il contrôlait auparavant sont désormais occupés par des hommes qui répondent à d'autres chaînes de commandement. La figure de Karl Ernst, qui pendant des années avait symbolisé le pouvoir des SA à Berlin, est exposée à un processus qui se prépare en secret et s'exécute sans marge de réponse. Ernst Röhm devient l'une des figures les plus influentes de l'appareil national-socialiste dans les années précédant 1934. Son autorité sur les SA est presque absolue et sa forme de leadership ne repose pas seulement sur la structure militaire héritée de la Première Guerre mondiale, mais aussi sur des loyautés personnelles construites au fil du temps. Röhm utilise un réseau de confiance composé d'hommes proches qui partagent des expériences communes, des idées radicales sur la transformation de l'État et, dans de nombreux cas, des liens personnels qui s'écartent de l'image publique du parti. Au sein de ce réseau se trouvent plusieurs hommes qui entretiennent des relations sentimentales ou sexuelles entre eux. Dans les rapports internes du parti sont documentés des rencontres, des conversations et des déplacements qui indiquent l'existence d'un cercle de hauts dirigeants dont l'orientation affective est connue de ceux qui les entourent. Karl Ernst fait partie de cet environnement, bien que sa conduite publique reste dans les limites exigées par la hiérarchie. Röhm défend l'autonomie de son corps armé et protège ceux qu'il considère loyaux, quels que soient les commentaires circulant en dehors de son cercle. Les SA atteignent une taille considérable, avec plus de 3 millions de membres au début de 1934.
Cette double morale devient un outil utile pour ceux qui cherchent à affaiblir le pouvoir de Röhm. Les relations personnelles, loin d'être un sujet privé, se transforment en matériel politique. Elles sont documentées, interprétées et stockées avec l'intention d'être utilisées au moment opportun. Karl Ernst bénéficie de cette structure de pouvoir informel. Ses liens avec Röhm lui permettent d'accéder à des décisions stratégiques, d'organiser des événements avec un soutien institutionnel et d'opérer avec autonomie face à d'autres hiérarchies du parti. Dans ce groupe, la loyauté se mesure autant par la discipline que par la discrétion. La connaissance mutuelle fonctionne comme une protection, mais aussi comme un risque si l'équilibre est rompu. La présence d'Ernst lors d'événements publics, sa participation à des défilés et son rôle d'organisateur de rassemblements massifs à Berlin en font une figure visible. Son autorité ne repose pas sur des postes formels, mais sur une combinaison de présence physique, de capacité opérationnelle et de soutien des hautes sphères. Cette relation directe inquiète les secteurs qui se méfient du pouvoir croissant des SA. Himmler et Göring, entre autres, observent avec méfiance l'autonomie de Röhm et de ses protégés. Ils voient en eux un obstacle à la consolidation d'un appareil d'État centralisé sous le commandement exclusif du chef. À mesure que le parti progresse dans la prise de contrôle des institutions, l'existence de corps parallèles comme les SA devient problématique. Les SS, sous Himmler, se consolident en tant que force alternative, plus réduite mais avec une structure plus rigide. Alors que les SA opèrent comme une masse expansive de pression de rue, les SS se profilent comme une garde d'élite. La dispute entre les deux n'est pas seulement fonctionnelle, mais idéologique. Röhm défend une révolution sociale au sein du régime, propose le remplacement de l'armée régulière par SS-troupes et suggère des réformes qui affectent les secteurs conservateurs. Cette proposition déplaît à ceux qui se sont déjà alliés avec l'armée, l'industrie et la bureaucratie d'État. Les rumeurs sur la vie personnelle de Röhm et de son cercle se réactivent avec force. Des articles de presse, des mémorandums internes et des conversations confidentielles recueillent des détails sur des rencontres dans des hôtels, des photographies compromettantes et des témoignages d'anciens camarades. Bien qu'une partie de ces informations soit connue depuis des années, leur diffusion coordonnée vise à préparer un tournant stratégique. Karl Ernst apparaît dans plusieurs de ces documents comme faisant partie du cercle de confiance du chef des SA. La conduite de Röhm et de son groupe est présentée comme une menace morale, politique et militaire. Une narration est construite où l'homosexualité cesse d'être une affaire personnelle pour devenir un symbole de décadence, de désordre et de corruption. Cette narration répond à une nécessité politique de justifier une épuration interne. Karl Ernst, tout comme d'autres membres du cercle de Röhm, devient la cible de cette stratégie. Bien que son efficacité en tant que dirigeant des SA de Berlin reste avérée, sa proximité avec le chef suprême et son historique documenté le placent sur une liste élaborée avec précision. Les documents préparés incluent des biographies détaillées, des relations personnelles, des cartes d'influence et des itinéraires de déplacement. Chaque donnée sert à justifier une décision déjà prise. La construction de cette liste implique un travail conjoint entre les SS, le ministère de l'Intérieur et des secteurs de l'armée. Les accusations portées contre les dirigeants des SA ne se limitent pas à leur orientation sexuelle. On leur attribue des plans de coup d'État, de la déloyauté envers le parti et des conspirations contre l'État. Dans ce contexte, les liens personnels qui garantissaient auparavant une protection se transforment en preuves. Les photographies, les lettres et les rapports confidentiels qui circulaient auparavant en secret sont désormais utilisés pour légitimer les arrestations et les exécutions. La figure de Karl Ernst apparaît dans ces rapports comme un exemple de la manière dont un pouvoir mal géré peut entraîner des déviations inacceptables. Pendant que l'opération qui mènera à la purge est préparée, les personnes impliquées ne reçoivent pas de signaux directs. Elles continuent leurs fonctions, organisent des événements, président des réunions et émettent des ordres. Karl Ernst n'interrompt pas son activité ni ne modifie ses routines. Sa conviction que le soutien de Röhm et sa trajectoire le protègent se maintient jusqu'au jour précédant son arrestation. Les signes de distanciation qui s'étaient manifestés des mois auparavant ne se confirment que lorsqu'il est trop tard. Les ordres viennent d'en haut et sont exécutés sans possibilité d'objection. La construction du récit officiel postérieur au coup d'État inclut la condamnation explicite des pratiques sexuelles des dirigeants purgés.
Les discours du chef et les communiqués officiels soulignent la nécessité de purger le mouvement des éléments qui menacent son intégrité morale. Karl Ernst est désigné comme l'un des symboles de cette prétendue déviation. Son exécution n'est pas présentée comme une punition individuelle, mais comme faisant partie d'une restauration collective de l'ordre. Le récit établit un lien direct entre conduite personnelle, corruption politique et danger institutionnel. Cette version s'impose dans les médias, dans les documents officiels et dans les versions enseignées aux nouvelles générations du parti. La logique du pouvoir change, et avec elle les règles de survie. Ceux qui avaient prospéré grâce à leurs liens personnels se retrouvent maintenant sans protection. Karl Ernst, qui avait bâti sa carrière entre la rue et les bureaux, se retrouve piégé entre les deux sphères. Sa figure publique est démolie avec les mêmes instruments qu'il avait auparavant soutenus: rumeurs, loyauté, image et force. Le voyage de retour à Berlin se déroule sans témoins civils. Le camion transportant Karl Ernst circule sur des routes surveillées avec les fenêtres couvertes et sans marque visible. Le trajet, qui aurait dû avoir une finalité administrative, devient une partie de la mise en scène. L'objectif n'est pas d'informer, mais d'éliminer discrètement. Une fois dans la capitale, le véhicule se dirige vers un centre de détention spécial contrôlé par les SS. Là, sans procès, sans interrogatoire ni présence de supérieur judiciaire, l'ordre d'exécution est exécuté. Karl Ernst est assassiné par des hommes qui obéissent à une instruction directe de la direction du parti. Le corps n'est pas remis aux proches et n'est pas publié dans les registres officiels. L'élimination d'Ernst est gérée avec la même logique que celle appliquée aux autres figures tombées pendant ces jours. La consigne est d'effacer les traces, de réduire les versions et de limiter l'accès à tout type de documentation permettant de reconstituer les faits. Dans les jours suivants, les listes sont modifiées, les directions sont réorganisées et toute trace de son passage dans l'organisation est éliminée. Les hommes qui participent à l'exécution d'Ernst font partie d'une unité spécialement sélectionnée. Leur tâche inclut la préservation du secret. Il n'est pas permis d'enregistrer des noms ni d'échanger des commentaires sur la procédure. L'opération est conçue pour rester en dehors de toute révision ultérieure. Dans le cercle interne du parti, la nouvelle est transmise de manière contrôlée. Certains dirigeants reçoivent une liste avec les noms des exécutés, d'autres ne connaissent que la version officielle, rédigée par le bureau de presse du gouvernement, où il est question d'une prétendue rébellion étouffée. Un communiqué est publié accusant les SA de pratiques immorales, de déloyauté et de conspiration contre l'ordre de l'État. Dans ce récit, Karl Ernst devient partie d'une trame subversive. Les rumeurs se propagent rapidement parmi ceux qui avaient travaillé avec lui. Certains nient l'avoir connu, d'autres s'éloignent de sa mémoire pour éviter les soupçons. Son entourage disparaît. Amis, alliés et subordonnés réorganisent leur loyauté. Personne ne s'informe de son sort. Le silence s'impose comme norme de survie. Au sein des SA, les nouveaux chefs prennent le commandement avec un mélange de peur et d'obéissance. Dans les semaines suivantes, le corps à Berlin est restructuré. De nouveaux rôles sont attribués et le commandement est réorganisé avec du personnel considéré comme loyal à la nouvelle ligne tracée d'en haut. Dans les rues de Berlin, où Ernst avait été une figure visible, son nom cesse d'être mentionné. Dans les clubs où il avait l'habitude d'apparaître, son absence devient un signe d'avertissement. Certaines connaissances qui partageaient avec lui la vie nocturne ou des réunions informelles quittent la ville. D'autres sont convoqués pour des entretiens informatifs. La purge atteint également certains cercles qui, bien qu'ils n'aient pas de postes officiels, avaient maintenu des liens sociaux ou personnels avec les exécutés. L'appareil de contrôle s'active pour colmater toute fissure. Les jours suivant la soi-disant « nuit des longs couteaux » sont marqués par de brefs communiqués et des mesures disciplinaires. Des regroupements locaux sont dissous, des structures intermédiaires sont fusionnées et des relèves massives sont ordonnées. Les SS, désormais dotés d'un pouvoir élargi, assument des fonctions qui étaient auparavant entre les mains des SA. Le message est clair. L'ordre dépend du contrôle absolu depuis le sommet. Dans les mois suivants, l'histoire officielle de ces jours est écrite. Karl Ernst n'apparaît ni comme victime ni comme traître. Dans certaines versions, son existence n'est même pas mentionnée. L'historiographie officielle du parti présente les faits comme un nettoyage moral, nécessaire pour préserver l'unité. Dans ce récit, les SS apparaissent comme les sauveurs de l'ordre et les garants de l'esprit national. Les SA, en revanche, sont dépeintes comme une force incontrôlée.
La figure de Röhm, également exécutée sans procès, est transformée en exemple du danger que représente l'octroi de pouvoir sans surveillance. Dans la mémoire collective de la ville, Karl Ernst est réduit à un souvenir fragmenté. Certains anciens membres des SA conservent des photographies, des lettres ou des documents, mais les cachent. La peur d'être associé à lui persiste. Les nouvelles directives interdisent de rendre hommage à ceux qui ont été éliminés par décision directe de la direction. Les médailles décernées, les discours prononcés en son honneur et les actes publics auxquels il avait participé sont réécrits ou éliminés. Quelques années plus tard, lorsque le nouveau système de pouvoir s'est déjà consolidé, certains historiens du parti tentent de justifier les exécutions comme faisant partie d'un processus d'épuration idéologique. Dans ces textes, Karl Ernst est brièvement mentionné comme exemple d'excès qui devait être corrigé. Des comportements lui sont attribués sans preuve documentée. Une image est construite qui combine ambition, déloyauté et vie privée dissolue. L'objectif de ces publications est d'éviter toute forme de martyre ou de revendication. Dans des documents internes rédigés par les SS, des références chiffrées à son exécution sont incluses. Il n'y a pas de détails explicites, mais la fin de certaines opérations à Berlin est mentionnée. Les rapports sur l'état des SA après la purge indiquent que l'élimination de figures comme Ernst a été un succès pour réduire les tensions internes. Il est souligné que la population a réagi calmement et que les fonctions publiques se maintiennent sans interruption. Ce bilan est présenté à Hitler comme preuve que l'opération a atteint ses objectifs. Avec le temps, le nom de Karl Ernst est relégué aux archives dispersées. Son passage dans l'histoire est reconstruit par des chercheurs externes des décennies plus tard, lorsque les documents commencent à être libérés et les témoignages oraux commencent à récupérer des fragments de son histoire. Sa mort devient l'un des premiers exemples du pouvoir absolu exercé depuis les plus hautes sphères. Après les arrestations et les exécutions de fin juin 1934, l'appareil d'État organise une couverture juridique et médiatique qui présente l'opération comme une défense de l'État. La direction promeut une norme qui habilite rétroactivement l'usage de la force et crée un cadre qui protège ceux qui ont exécuté les ordres. La rédaction fait appel à l'intérêt public, au rétablissement de la discipline et à la protection de la communauté. Avec ce support légal, la purge cesse de figurer comme un ajustement interne pour être incorporée à la raison d'État. Cette décision facilite l'étape suivante, la réécriture administrative de l'organigramme et le remplacement des directions liées aux troupes d'assaut par des responsables alignés avec la hiérarchie. À Berlin, le commandement des SA est rapidement redistribué. Les fiches de service sont mises à jour, les dossiers personnels sont épurés et les listes générales sont ajustées à la nouvelle hiérarchie. Les circulaires internes instruisent les bureaux et les maisons d'édition partisanes à adapter les publications, les pamphlets et les almanachs. La consigne administrative est simple. Le retirer des récits, omettre sa signature dans les documents collectifs, se passer des références qui le présentent comme une référence. La gestion documentaire opère comme un instrument de mémoire institutionnelle. La narration publique adopte une composante morale explicite. Les communiqués officialisent l'idée d'un nettoyage des mœurs au sein du mouvement et présentent certains chefs comme des exemples de conduites inadmissibles. Le discours associe les pratiques intimes au désordre organisationnel et au risque pour la sécurité. Des profils diffusés par la presse gouvernementale décrivent un tableau d'indiscipline attribué à des réseaux personnels ayant une influence sur les nominations et les faveurs. Ce récit intègre le cas de Berlin dans un ensemble plus vaste et l'utilise pour expliquer l'ampleur de l'opération. L'homosexualité, tolérée dans des cercles discrets lors des étapes précédentes, est transformée en une étiquette de discrédit utile pour clore des carrières et justifier des remplacements. La réorganisation des SA progresse sur deux plans. D'une part, le commandement est concentré et une règle de subordination stricte est imposée vis-à-vis de la direction du parti et des ministères ayant des compétences en matière d'ordre public. D'autre part, la mission est redéfinie. Formation physique, entraînement de base, cérémoniaux, tâches auxiliaires et soutien aux campagnes d'État. Le nouveau chef désigné transmet des instructions d'austérité, de prudence et d'observance des protocoles. Les unités métropolitaines réduisent les initiatives autonomes et sont soumises à des autorisations préalables pour les événements et les marches. Dans cette transition, le profil de cadre comme Karl Ernst s'avère incompatible avec l'orientation adoptée.
Le système de propagande intègre des changements dans les pièces audiovisuelles et les publications. Films, journaux télévisés et albums photographiques qui avaient inclus des images de défilés avec des chefs des SA reçoivent des éditions qui coupent des scènes, réorganisent des séquences ou remplacent des narrations. Des magazines illustrés publient des textes pédagogiques sur la discipline, la hiérarchie et la morale du cadre, avec un accent sur les comportements exemplaires et l'idée de service. Des articles d'analyse attribuent aux excès des directions locales les affrontements des mois précédents et présentent l'intervention de la hiérarchie comme une mesure prophylactique. La gestion policière intègre un suivi plus strict des relations personnelles. Les bureaux de sécurité élargissent les fichiers et établissent des catégories de risques associées aux habitudes privées. Cette extension des contrôles s'étend au domaine professionnel et militaire. Les formulaires d'accès aux emplois, aux cours et aux promotions inclut des questions de caractère moral et des demandes de garantie. L'épisode de 1934 opère comme un précédent. La documentation interne le cite comme exemple de la manière dont certaines connexions peuvent entraîner des désordres. Cette approche renforce l'idée d'un état préventif qui identifie les comportements, classe et oriente les consignes vers les organes du personnel. Dans les années suivantes, des épisodes antisémites de portée nationale montrent la participation des chemises brunes à des actions de rue avec des slogans, la surveillance de commerce et une présence visible lors de boycotts et de troubles. L'instruction formelle met en garde contre les limites, bien que le dispositif général favorise l'intimidation et la désignation publique. Cette participation donne une image de masse mobilisée, tandis que les décisions stratégiques restent entre les mains d'autres structures. Sur le plan extérieur, l'organisation maintient des fonctions de représentation dans les territoires annexés et dans les régions à minorité germanique, avec des activités d'endoctrinement, des compétitions sportives et des cérémoniaux, toujours sous des directives centralisées. Dans les bilans internes qui circulent vers la fin de la décennie, les rédacteurs soulignent un tournant, de forces de combat de rue à ressources auxiliaires de l'État. La statistique des membres reste élevée, ce qui garantit la disponibilité pour les campagnes et les événements de masse. Cependant, la capacité d'initiative diminue. Ce diagnostic apparaît dans des mémorandums qui comparent les étapes et situent l'intervention de 1934 comme un point d'inflexion. Dans ces documents, le nom de Karl Ernst reste absent. Le déclenchement de la guerre transforme les tâches. L'incorporation dans les unités militaires est encouragée, des collectes sont lancées, des cours de préparation et des services complémentaires sont organisés dans les villes et les zones rurales. Certaines formations associées à la tradition des SA adoptent des dénominations historiques visant à renforcer le moral. Les bulletins internes enregistrent des médailles, des marches et des cérémonies d'adieu. La rhétorique officielle aligne le passé de mobilisation avec le présent de guerre et présente l'organisation comme un vivier de discipline et de vigueur. Dans le cas de Berlin, toute référence à son ancien leadership est remplacée par des descriptions de structures actuelles et de noms en exercice. À mesure que les années de guerre avancent, la propagande d'État consolide des versions qui unifient les lignes de temps et effacent les transitions inconfortables. Les matériaux pour l'éducation politique incluent des chronologies qui sautent de la phase de lutte à celle de gouvernement, avec un accent sur la continuité et la cohésion. Les manuels soulignent les concepts d'obéissance, de sacrifice et de service. Dans ces récits, les SA sont intégrés comme une école de caractère dont la valeur se mesure par son dévouement à la nation. Le kéa des chefs épurés est réduit à des allusions génériques sur l'indiscipline ou les conspirations. Karl Ernst n'apparaît plus dans les textes, les affiches ni les discours commémoratifs. Avec la défaite militaire et l'occupation alliée, la documentation capturée ouvre un champ de travail judiciaire et académique. Dans les procès et les processus de dénazification, de nombreux anciens membres des SA déclarent des fonctions limitées au défilé, au sport, aux collectes et aux tours de garde, et déplacent les responsabilités vers d'autres organismes. Avocats et experts présentent des rapports qui différencient entre commandement politique et troupes auxiliaires. Le récit défensif intègre l'idée d'instruments transitoires de propagande et d'ordre public. Dans ce cadre, les purgés de 1934 réapparaissent comme des exemples de leaders qui, selon CS témoignages, auraient accumulé du pouvoir local et provoqué des affrontements avec l'autorité centrale. Le nom de Karl Ernst apparaît dans certaines pièces comme une référence d'étape, sans développement de contexte ni évaluation des sources.
Dans la sphère historiographique, plusieurs décennies après, des chercheurs ayant accès à des archives dispersées reconstruisent les trajectoires et les rôles. Des dossiers, des journaux, de la correspondance et de la presse régionale sont analysés. Les études sur la violence politique dans la République de Weimar, sur la purge de 1934 et sur les fonctions para-étatiques des organisations du parti permettent de situer les phénomènes et les acteurs. Dans ce travail, la figure de Karl Ernst retrouve sa dimension. Militant avec capacité d'organisation urbaine, chef régional proche du commandement des SA, exécuté par décision directe lors de l'opération de fin juin. Cette synthèse s'appuie sur des recoupements documentaires et aide à fixer son rôle dans la mécanique d'ascension, de contrôle et d'élimination. Le plan de la mémoire publique présente une autre dynamique. Monuments, plaques et cérémonies d'après-guerre privilégient les victimes civiles, les persécutés politiques, la population juive et les opposants de diverses tendances. Les SA apparaissent dans des récits sur la radicalisation, l'intimidation de rue et la participation aux persécutions. Dans ce cadre, Karl Ernst acquiert une présence secondaire et est étudié principalement comme un CA au sein de l'épuration interne du mouvement et comme un exemple de la manière dont le régime a utilisé des arguments moraux pour légitimer les décisions de pouvoir. Des publications universitaires intègrent le fait de son orientation sexuelle comme un élément de la justification officielle, sans en faire un axe interprétatif exclusif, et renvoient au contexte de rivalité, de stratégie et de centralisation. L'enseignement de ces faits dans les manuels et les cours universitaires souligne l'enchaînement entre violence organisée, usage politique de la morale et administration de la mémoire. On travaille sur des émissions radio, des coupures de presse, des photos retouchées, des listes d'exécutés et des décrets légalisateurs. Dans cette approche, la fin de Karl Ernst illustre la conjonction de trois vecteurs: construction de leadership dans la rue, perception de menaces de la part de la hiérarchie et dispositifs juridico-propagandistes qui transforment une élimination collective en acte d'État. La trajectoire, depuis la direction régionale jusqu'à sa suppression, offre une carte de la manière dont le régime a recruté, promu et éliminé des cadres d'impact territorial. Le bilan administratif ultérieur confirme l'objectif de l'opération. Réduction de la marge autonome des SA, renforcement des structures préférées par la hiérarchie et établissement d'un critère moral agissant comme filtre de permanence. Dans cette architecture, la biographie de Karl Ernst est incorporée comme un dossier clos. La combinaison d'ordonnances, de silence et d'omission garantit que son nom reste en dehors des inventaires canoniques. La recherche ultérieure permet de reconstruire des fragments, d'attribuer des chronologies et de préciser des rôles, tandis que la documentation produite par le régime lui-même met en évidence la méthode, cadre légal rétroactif, récit moralisateur et suppression soutenue dans les archives et les publications.